Bienvenue sur Green Cash, le podcast qui explore les coulisses de l'investissement dans la climate tech. Ici, on parle impact et profit, défis climatiques et innovation, mais surtout des hommes et des femmes qui financent par leur choix d'investissement un avenir durable. Parce que comprendre la finance à impact, c'est poser les bonnes questions à celles et ceux qui la font. Parce que allier rentabilité et impact positif, c'est possible. Parce que la climate tech, vue du côté des investisseurs, mérite d'être décryptée. Je suis Marine Goldenberg et chaque semaine, je donne la parole à un investisseur engagé qui partage son parcours, sa vision et ses conseils. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. En 2017, il me manquait parfois 50 centimes pour acheter une baguette de pain à la boulangerie. En 2025, je suis à la tête de la première alternative bancaire française pour les professionnels. C'est ma propre histoire. Je n'ai ni fait HEC, ni Sciences Po. Je ne suis ni banquier ni financier. Je n'étais pas nulle à l'école, mais je n'étais pas non plus parmi les premiers de la classe. J'ai eu beaucoup de mal à rédiger mes mémoires de fin d'études. Et plus tard, j'ai connu des moments où ma fille venait me surprendre au milieu de la nuit en train de pleurer et me demandait « Mais pourquoi pleures-tu, papa ?» Je lui répondais « Tu sais, Chloé, papa n'est pas increvable. Mais je vais y arriver. Sache que les papas peuvent aussi pleurer. » De 2017 à 2018, je travaillais dans la rue. À cette époque, j'ai vécu des moments tellement difficiles qu'un simple resto était un grand luxe. Je me rappelle comme si c'était hier les fois où j'entrais au McDo avec ma fille pour lui offrir un Happy Meal à 4 € et la carte bancaire ne passait pas. J'avais candidaté dans des boîtes qui ne prenaient même pas le temps de me répondre. Mais aujourd'hui, elles ouvrent des comptes chez Kiléo. La vie m'a donné 10 millions de raisons de jouer à la victime parfaite, de me plaindre tout le temps, de rejeter la faute sur les autres. Mais je ne me plains jamais. Je me donne toujours à fond, je suis un cyborg du travail et de la discipline. Sache que la situation que tu traverses aujourd'hui ne te définit pas. Elle n'est que passagère. Ne tue ni ta vision ni tes rêves à cause des moments difficiles, au risque de devenir obsolète. Sur cette photo, je n'avais rien. Pourtant, avec le recul, je suis fière de l'homme que je suis devenu. Car cette période m'a forgé et m'a appris à faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Alors ça, Karl, c'est un post que tu as écrit il y a 5 mois, je crois, et qui m'a beaucoup touchée. Donc que j'avais envie de partager parce que j'imagine qu'il reflète bien qui tu es et toute l'énergie que tu as mise dans la création de Kiléo. Et du coup, je voudrais commencer cet entretien par te demander de te présenter et de nous parler un peu de ton parcours. Marine, tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici ce matin. Quand je venais, j'étais très content ce matin de venir. J'étais très heureux de venir partager un moment mon parcours, l'histoire de Kiléo, parler de la finance éthique avec tes auditeurs. Et je suis très content d'être là. Et quand tu relisais tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché. Même moi, en réécoutant, je me suis dit waouh, ça m'a beaucoup touché. Et franchement, au départ, donc je m'appelle Karl Lesonclan, je suis cofondateur de Kiléo, qui est le premier compte pro-éthique français. Ce qui est très beau dans notre histoire, c'est que on ne vient pas du milieu bancaire du tout. C'est qu'on vient pas du milieu bancaire du tout. Moi, initialement, j'ai fait 2 formations. La première, au fait, j'ai fait un master en développement agricole et territorial à Montpellier Supagro. Et par la suite, un autre à l'IAE Gustave Eiffel en développement durable, surtout dans l'économie sociale et solidaire. Donc, je viens pas du tout du milieu bancaire. Et puis, dans mon parcours, j'ai eu à travailler effectivement dans la rue. J'ai été recruteur donateur pendant plusieurs mois. Les personnes qui portent les habits des assos et qui vont demander de l'argent. C'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est la meilleure formation commerciale qu'on puisse avoir. Donc, j'ai été recruteur donateur. J'étais à la rue pendant plusieurs mois. Je travaillais, donc je connais tous les spots de Paris. Que ça soit Châtelet, Nation. Tu les évites maintenant ou... Au fait, maintenant, quand je passe par là, j'ai une forme un peu de revanche. Je me dis, waouh, je l'ai fait. Et donc, ce que je faisais avant, c'était que j'étais vraiment dans la rue, j'allais rencontrer les gens, je devais dire bonjour à une personne par seconde. Et c'était à la fin de la journée, je devais avoir au minimum 5 personnes que j'amenais soit dans leur banque, retirer leur RIB, ou s'engager pour soutenir une asso. Et donc, tu connais pas la personne, tu la rencontres, tu as 5 minutes pour la convaincre, pour que la personne, finalement, elle s'engage pour soutenir une asso. Au minimum, c'était, je me rappelle plus bien, autour de 10 € pendant au moins 3 ans. Donc, c'était vraiment, c'était pas simple. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, dans un premier temps.
Et puis ensuite, c'était une belle formation commerciale, comme tu disais. Et donc, tous les spots de Paris, pratiquement tout, Porte d'Italie, je les connaissais tous. Et donc, c'était une belle formation. Et ensuite, j'ai travaillé dans le milieu de l'impact, encore, où, au fait, je montais des partenariats publics-privés avec les services de l'État, les acteurs économiques, les ONG, pour construire des projets bas carbone, pour décarboner notre économie, souvent dans les régions du Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France. Donc c'est ce que j'ai fait pendant à peu près 4 ans. Et puis ensuite est arrivée l'idée de Kileo. On est en décembre 2021, un repas de famille, quand on se retrouve, et souvent les adultes, tout le monde raconte son année, comment ça a été, ses réussites professionnelles, ses doutes, ses craintes de l'année. Quand, au fait, un de mes oncles qui a eu une belle réussite économique, il commençait au fait à raconter son mode de vie un peu consumériste, qu'il avait pris l'avion environ 60 fois cette année, qu'il roulait les mécaniques. Et c'était vraiment un mode de vie très consumériste. Et là, sa fille, une ado de 16 ans, lui dit Papa, j'apprends partout, dans la presse, à l'école, sur TikTok, partout, que le climat se dégrade et que moi et tes petits-enfants, demain, on va subir les affres du réchauffement climatique. En quelque sorte, si je résume, Papa, qu'est-ce que tu as fait pour le climat? Et la question, elle était très simple. Et donc, mon oncle, il baisse la tête. Son épouse à côté aussi baisse la tête. Et là, il y a une petite fille de 9 ans qui commence à dire, à citer un peu ce qu'elle fait au quotidien. Reporter les habits de ses frères, fait du jardinage. Mais tu vois rapidement que l'oncle qui était la star jusqu'à ce moment-là devenait le plus petit. Et les enfants, au fait, devenaient la star. Et à partir de là, on a parlé de climat pendant toute la soirée, cette fête de Noël. Et je regarde mes enfants, ma fille avait 4 ans à cette époque, mon garçon avait 1 an. Et je me dis, pour les enfants, le curseur de la réussite a changé. C'est-à-dire qu'elle est aussi économique, certes, mais il n'y a pas que la réussite économique. C'est qu'il faut aussi montrer qu'on arrive à faire quelque chose pour le climat et pour le futur et protéger la planète. Et mon épouse et moi, on sort de ce repas de famille avec un cas de conscience qui ne nous a plus jamais quittés. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de Kileo. Donc, on a commencé à regarder. On s'est dit, maintenant, on va commencer à voir. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Même si moi, je travaillais déjà dans le milieu de l'impact, je me dis, mais comment je peux faire de plus? Comment je peux faire une action collective de masse et pour faire quelque chose qui va être, où demain, je peux dire à mes enfants, j'ai réussi à rassembler beaucoup de gens et on a réussi à avoir de façon très concrète un impact sur le climat. Et en regardant, je tombe sur une vidéo de Jean-Marc Jancovici qui explique un peu l'impact des banques dans la crise climatique. Et là, c'était une première claque. Et je commence à regarder après et je découvre au fait qu'il n'y avait pas de solution au fait verte pour les pros. Et je découvre au fait, quel que soit ce qu'on fait, si notre argent à la banque finance les énergies fossiles, on a beau faire tous les efforts, on a beau moins prendre l'avion, les gestes individuels sont importants, certes, mais on a beau prendre moins l'avion, on a beau enfiler le pull pendant l'hiver, on a beau manger moins de viande, on a beau prendre le vélo, sinon ça sert à rien. Et là, je découvre ça, et ça a été une claque alors qu'on faisait des efforts, et comme beaucoup de Français, j'imagine, beaucoup de Françaises, on triait nos déchets, on faisait des efforts, et là, on réalise que, mais au final, ça ne suffit pas. Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde, qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu bancaire? On découvre qu'il n'y avait pas de solution qui soit alignée pour les pros. Et mon épouse et moi, on claque tout. On décide en janvier 2022 de créer Kileo, qui est devenu aujourd'hui le premier compte politique français, c'est une néobanque aligné pour les pros et qui permet que le argent ne finance pas les énergies fossiles, mais la transition écologique. Ce qui est complètement fou de se dire qu'on va se lancer dans le milieu bancaire alors que vous n'aviez pas le parcours. C'est ça, vous n'êtes pas des anciens de la finance, donc moi je trouve ça absolument superbe ce genre d'histoire. Et puis voilà, moi c'est aussi un sujet que, comme tu le dis, il y a tellement d'opacité en fait sur ce milieu de la finance et sur le milieu bancaire, et que aujourd'hui je pense aussi que c'est un peu des outsiders qui vont aller porter ce sujet au grand public, et c'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire dans la mesure où, au fait, la légitimité d'apporter de l'innovation dans un secteur tel que la banque aujourd'hui, elle ne sera pas faite par les banquiers historiques. Au fait, je ne pense pas parce que, au fait, elles ont plus ou moins les mains et les pieds liés dans les énergies fossiles, surtout. Et c'est un sujet dont on va parler après. Donc je suis complètement aligné avec toi. Et alors, écoute, avant de continuer sur l'actualité et sur Kileo, pour
continue aussi un peu sur toi. Moi, je voulais te parler d'un témoignage que j'ai recueilli auprès d'un de tes collaborateurs ou d'une de tes collaboratrices pour continuer de découvrir un peu qui est Karl. Hello Marine, j'espère que tu vas bien. Donc voici mon petit témoignage sur Karl. Donc Karl et moi, ça va faire 1 an et demi qu'on se connaît. Je l'ai rencontré tout simplement en intégrant Kiléo, donc en tant que community manager. Ce qui m'a donné envie de le suivre au quotidien et au travers de l'aventure Kiléo, ça a été sa vision. Karl est quelqu'un qui a une vision très claire de là où il veut aller. Il y croit tellement qu'en fait, on a juste envie de le suivre sans même se poser de questions. Si je devais te donner une qualité sur le plan professionnel qui m'inspire chez Karl, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ça serait sa détermination, sa persévérance, sa résilience aussi. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le mot abandon, qui ne connaît pas non plus le mot impossible. Donc ça, c'est assez incroyable. Ensuite, si je devais te donner quelque chose qui m'inspire chez Karl sur le plan humain, ça serait finalement sa bienveillance, sa gentillesse. Karl est profondément humain, profondément gentil. Et pareil, c'est quelque chose qui m'inspire au quotidien parce que au travail, en fait, on n'a pas l'impression d'être négligé, en fait. On se sent constamment soutenu, on se sent toujours avec quelqu'un qui nous écoute et ça, c'est très important. Si je devais parler d'un événement, d'un échec avec Karl qui m'a marqué, qui nous a beaucoup appris, ça a été un événement où quelqu'un du secteur nous a un petit peu décrédibilisé devant d'autres personnes et Karl a gardé un sang-froid légendaire. Et 1 an plus tard, il a fait ce que cette personne disait pas capable de faire. Et il lui a montré qu'elle avait tort avec beaucoup d'humilité de un. Et il a montré que parfois, ça sert à rien de parler, ça sert à rien de se prendre la tête avec les gens et ça sert à rien de prendre leurs ondes négatives. Juste, on se tait, on avance, on travaille. Et tôt ou tard, la vie montrera à cette personne qu'elle avait tort. Et si je devais avoir un dernier message pour Karl, ça serait de lui dire de rester comme il est. Parce que c'est en partie grâce à lui qu'aujourd'hui, l'équipe Kiléo et son projet se portent si bien. Donc voilà. Alison va me faire pleurer. Oui, c'est le risque à chaque fois. Mais alors du coup, bon, je rebondis un petit peu sur ce qu'elle a dit et j'ai trouvé que son témoignage était très beau. Comment on va disrupter l'industrie bancaire en gardant son humanité et voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quels ont été les grands challenges de votre démarrage et là vous avez annoncé officiellement la commercialisation donc si tu peux nous parler un peu de ça. Tu vois, Alison, elle disait l'histoire qu'elle avait racontée où quelqu'un est devenu nous décrédibiliser, quelqu'un du milieu bancaire. Au fait, ça a été une répétition. Et c'est ce qu'elle a vécu ce jour-là, ou l'équipe a vécu ce jour-là avec moi. Au fait, ce n'était qu'une partie, une simple partie de ce que moi j'ai vécu depuis qu'on a commencé à créer Kiléo. En gros, je raconte l'histoire. On est à un événement. On avait notre stand. Beaucoup de gens y avaient aussi le stand. Quand un acteur du secteur bancaire arrive sur notre stand, j'étais là avec l'équipe. Et elle nous demande ce qu'on fait. On lui dit, voilà, ce qu'on veut faire. Et elle commence à nous casser du sucre sur le dos. Vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez pas créer Néobank. Elle commence vraiment à nous décrédibiliser, au fait, devant l'équipe. Et donc, déjà, j'étais surpris que quelqu'un que tu ne connais pas, une entreprise que tu ne connais pas, que tu arrives et tu les vois et que au lieu de les encourager dans la dynamique de ce qu'ils font, tu te mets tout de suite à leur dire c'est pas possible, vous n'avez pas la tête des banquiers, vous pouvez pas y arriver, une néobanque c'est beaucoup plus pour vous. Je comprenais pas, j'étais surpris et j'ai dit à l'équipe de garder le calme le plus possible. Tout le monde a gardé le calme. Et quand la personne est partie, j'ai dit à l'équipe, vous voyez ce type de réaction, ça doit vous donner la rage. En fait, ça doit vous donner la rage de démontrer à toutes ces personnes qu'elles se sont trompées. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc l'équipe l'a vécu avec moi ce jour-là, mais moi je l'ai vécu depuis le premier jour de Kiléo. C'est-à-dire que dès que j'ai dit, et même je me rappelle encore, et dès que j'avais dit à mes anciens collègues que j'allais partir, démissionner pour créer une néobanque, on m'a dit c'est impossible. Et pour raconter une anecdote, c'est que mon beau-père, par exemple, il m'a dit, mais Karl, tu es fou. Comment tu peux démissionner? Moi, je comprends pas. Vous les jeunes, au lieu de rester dans ton CDI, tu veux démissionner pour créer un projet. Tu embarques ma fille et ensuite c'est dans une banque.
Je vous comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a tellement de gens qui nous ont dit que c'était impossible que au final, au fait, ça ne me dit plus rien du tout. Au contraire, chaque fois que j'entends ça, je sais que je suis sur la bonne voie. Et donc, pour prendre cet exemple, et ensuite, je pense pour répondre à ta question, c'est que je pense que on peut travailler dans un milieu exigeant qui nécessite d'avoir des résultats. Parce que sans résultat, on ne peut pas construire un projet aussi immense qu'une fintech. Donc, on peut travailler dans ce type de projet tout en restant humain, tout en restant bienveillant. Et pour que le matin, quand les collègues se lèvent, qu'ils ont envie de venir au boulot, que le dimanche matin, ils aient envie de venir au boulot, le dimanche soir plutôt, qu'ils ont envie de venir au boulot le lundi matin. Et ça, on dit souvent que, surtout pour Anne-Laurence et moi, qui avions été salariés pendant pratiquement 10 ans, on dit souvent que tu donnes deux choses, soit ce que tu reçois ou ce que tu n'as pas. Et nous, on avait envie de donner, au fait, la bienveillance que nos anciens managers ou boîtes nous ont donné, ou parfois ce que d'autres ne nous ont pas donné. On s'est dit, on veut construire vraiment un environnement qui soit familial, où les gens se sentent bien, où l'équipe se sent bien. Et c'est ce qu'on le transmet au quotidien. Au quotidien, ce qu'on fait. Et parce que sans cette bienveillance, on ne peut pas y arriver. Et donc, c'est faire de la banque de détail, mais aussi avec ce côté humain, aimer les gens profondément, savoir donner du feedback avec du respect, encourager quand il faut encourager, féliciter quand il y a des passes décisives, quand il y a des résultats qui sont concrets et pragmatiques, dire comment on peut faire pour améliorer les choses, rester humain, transmettre ça. Et c'est comme ça qu'on a constitué notre équipe. On a cette chance, Anne-Laurence a été DRH en start-up, elle sait comment ça marche et grâce à son expertise, on a construit notre équipe sur ces valeurs-là. Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi une particularité, c'est que vous travaillez en couple dans l'entreprise. Peut-être que ça aide aussi à créer ce climat familial. Effectivement, ça aide beaucoup. Et moi, j'avais beaucoup entendu des gens dire, oui, mais comment vous pouvez travailler en couple, c'est impossible. Mais ce que beaucoup de gens oublient, la plupart des TPE dans nos territoires en France, le boulanger d'à côté, quand vous regardez très bien le poissonnier, les gens oublient beaucoup, c'est des couples dans nos territoires et ça marche. Et donc dans la tech, c'est aussi possible. Et c'est ce qu'on a fait. Et peut-être effectivement le fait d'avoir construit Kileo en couple avec mon épouse, ça aide beaucoup à transmettre ces valeurs-là au quotidien à nos équipes. Et c'est quelque chose que je trouve aujourd'hui qui a une réussite. J'ai l'habitude souvent de dire que la plus belle chose qu'on a construite chez Kileo, c'est pas le produit, c'est pas l'innovation, c'est notre équipe d'abord. Et c'est de donner vraiment envie à des personnes de venir au boulot, de disrupter un secteur, le secteur de la banque, mais aussi de donner au quotidien. Et c'est la plus belle chose qu'on a eu à construire. Et c'est ce qu'on transmet. Et pour te raconter une histoire, tu vois, chez nous, quand on veut recruter une nouvelle personne chez Kileo, ce n'est ni Anne-Laurence et moi qui décidons. C'est d'abord l'équipe. C'est-à-dire que c'est les recrutements, c'est la personne avec laquelle tu travailles chez Kileo qui te rencontre d'abord. Quand cette personne, elle dit no go, c'est no go. Que ça soit les prestats, que ça soit les salariés qui arrivent, c'est comme ça. Et ensuite, quand la personne donne son go et t'évalue sur le plan de tes valeurs, d'abord, c'est ce qu'on regarde principalement, parce qu'on estime chez Kileo que une personne qui a nos valeurs va dans les mêmes sens. Et puis la technique, elle s'apprend avec le temps, avec le travail. En revanche, une personne qui a la technique mais qui n'a pas nos valeurs, elle va bousiller plus ou moins l'esprit d'équipe. Et donc finalement, c'est une diva. Et nous ne recrutons pas les divas chez nous. On recrute des personnes qui acceptent le feedback, qui veulent progresser, qui savent qu'effectivement on attend des résultats, mais aussi on attend des valeurs et qu'on veut construire une cohésion d'équipe. Et donc, c'est ces valeurs qu'on transmet. Et c'est ces valeurs qu'on transmet aussi à nos clients. Et c'est ces valeurs que l'équipe partage au quotidien. Mais j'ai un ami, Romain Diaz, qui a monté un fonds d'investissement, Sadgana, qui était mon premier invité, et qui dit que la gentillesse est sous-cotée. La gentillesse est une compétence sous-cotée. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et alors, du coup, pour continuer sur Kileo, est-ce que tu peux nous parler un peu quels ont été les challenges principaux, peut-être aussi sur le plan réglementaire, comment vous avez dû vous organiser pour pouvoir créer une banque, ce qui est quand même pas n'importe quel profil d'entreprise. Et tu vois, au fait, Marine, au départ, quand on voulait construire Kileo, moi, je pensais plutôt à deux challenges. Le premier, c'était plutôt le challenge de la tech, le produit, l'innovation, et ensuite la levée de fonds. Et puis vous avez réalisé une levée de fonds. On a fait une levée de fonds, et donc plus on met les pieds dedans. Au début, j'ai compris tout de suite que le plus gros challenge il est réglementaire.
En fait, je pense que on doit même pas parler de néobanques, de banques, de tout ce qu'on veut. On doit parler déjà de la réglementation parce que la réglementation est au-dessus de la banque. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est très réglementé. Et donc, de ce fait, l'une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a dû travailler beaucoup, surtout Anne-Laurence, au fait qui s'occupe de ce sujet chez nous, avec la moitié de notre équipe et de la conformité, d'abord. Donc, la moitié de l'équipe, c'est que de la conformité. Et donc, il fallait produire des procédures. Des procédures, je pense qu'on a plus de 1500 pages de procédures. Et ces procédures, c'est pas que des procédures, il faut les traduire dans notre produit et les respecter. Il faut l'évaluer en interne. Et c'est vraiment c'est très, très lourd. Et donc, la première étape qu'il fallait faire, et donc pendant tout le temps où on a construit le produit Tiléo, il faut respecter la réglementation. Est-ce que tu peux nous nommer la réglementation en question et donner des exemples de conformité? Je te donne des exemples très, très simples. Par exemple, je vais donner des exemples qui sont très pragmatiques, qui sont très simples. C'est-à-dire que la connaissance du client, par exemple. Donc, la connaissance du client, lorsqu'on est dans le secteur de la banque, par exemple, dans le milieu bancaire, au fait, le client qui arrive chez vous, vous devez le connaître suffisamment pour évaluer le niveau de risque qu'il représente et pour évaluer le suivi que vous allez en faire. Et donc, rien que ça, par exemple, c'est vraiment beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire que c'est des procédures qui sont très lourdes à écrire, c'est des procédures qu'il faut respecter et à traduire dans le produit. Je donne un exemple, par exemple, les cartes, par exemple. Pour nous, quand on est de l'autre côté en tant que client, on a juste une carte, on fait des opérations et c'est tout. Mais non, derrière les cartes, c'est vraiment, il faut regarder les transactions, il faut pouvoir dire à peu près pour surveiller les fonds des clients. Quand par exemple un client vous dit, moi je fais des opérations en France et en Allemagne, et que soudainement vous voyez une opération qui vient de l'autre côté du monde, et même si c'est la période des vacances, on est en été, il faut tout de suite pouvoir réagir et lui dire, on a remarqué qu'il y a une transaction qui s'est faite au Cuba par exemple, est-ce que vous êtes là-bas? Et ça, c'est une réglementation qui est très lourde et il faut pouvoir la comprendre, la traduire dans vos politiques, mais aussi la traduire dans le produit. Et donc, ce sont des choses qui sont très lourdes. Et donc, ensuite, donc, il y a tout ce côté-là qui est le côté transactionnel, qui est très réglementé, le côté entrée en relation, qui est très réglementé, le côté aussi usage du compte, qui est très réglementé. Et donc, et surtout, lorsqu'on parle des comptes qui sont multi-utilisateurs, c'est pas seulement Marine qui l'utilise, mais Marine en plus avec certaines de ses associés. Donc c'est très réglementé. Et donc dans ce cas-là, on est dans un milieu qui est vraiment réglementé et je pense que la réglementation est au-dessus de la banque. Et donc aujourd'hui, nous on est parti de rien du tout, d'une feuille blanche. On a tout construit à zéro, beaucoup de nuits blanches pour comprendre comment ça marche, se former, regarder des MOOC, ça se fait accompagner par les meilleurs du secteur qui nous ont beaucoup aidés, constituer une équipe pour porter cette charge réglementaire et finalement d'y arriver aujourd'hui pour lancer l'équipe. Et donc ça, vous avez réussi à le faire parce que du coup, votre levée de fonds, vous l'avez fait assez rapidement. C'est jamais vraiment rapide, mais dans le début de l'aventure. Et du coup, vous avez pu être aidé par des investisseurs pour trouver les techniciens ou les conseillers juridiques. C'est ça. Au fait, ce qu'on a fait au départ, c'est que, et ça, c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs, on fait pas une levée de fonds si vous-même, vous n'avez pas mis des fonds dans votre projet. En fait, personne ne vous suit. Je pense que c'est des paliers. Je prends un exemple très pragmatique. Tu as besoin, par exemple, de 5 millions d'euros pour faire ton projet. Tu ne peux pas, au tout départ, quand tu pars de rien, si tu n'as pas un pédigré dans la banque, ou dans l'entrepreneuriat. Si t'es pas connu, t'avais pas eu une grande entreprise, si t'avais pas été un start-upper que les gens connaissaient, et que si t'es pas une star et que les gens ne t'arrêtent pas dans les rues, et que tu viens vraiment de zéro, tu commences à partir d'une feuille blanche comme Anne-Laurence et moi, tu ne peux pas aller voir des investisseurs et demander de l'argent tout de suite. Personne ne te suit, on te prend pour un rigolo. La première chose à faire, c'est de segmenter ton besoin de financement. De dire, j'ai besoin de 5 millions d'euros effectivement pour faire ce projet. Les premières étapes, j'ai besoin de combien? Je prends un exemple, 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, tu te dis, quelle part je mets dans ces 100 000 euros? Parce que la première chose que les gens te demandent, ce n'est pas j'ai un projet, c'est où est-ce que tu en es. Et où est-ce que tu en es, il faut pouvoir montrer ce que tu fais. Et ce que tu fais, c'est tes premiers financements qui le font. Et ensuite, tu vas voir tes proches.
tes proches qui t'aident, qui croient en toi, parce que pour les investisseurs, le fait que tes proches croient en toi veut dire que tu es quelqu'un d'intègre et tu es quelqu'un de crédible, de travailleur. Et on n'a pris pas cette démarche qu'on a fait, donc on a segmenté notre besoin. Et par la suite, une fois qu'on a fait ça, on est rentré dans un incubateur, donc Willa, qui nous a accompagnés, qui est l'incubateur qui a suivi Kiléo depuis le début, et il s'est fait qu'on n'est pas très loin de leurs locaux ici. Et donc ensuite, grâce à Willa, donc on a eu aussi accès à un certain réseau qui nous a aidés. Également, on a eu nos proches qui nous ont ouvert un certain nombre de réseaux. Et par la suite, on a été soutenu aussi partiellement par les fonds publics qui nous ont aidés, et ce qui nous a permis de réunir les fonds nécessaires pour pouvoir développer Kiléo. Et toi, tu avais quand même cette expérience parce que, si je me trompe pas, tu as travaillé dans un fonds d'investissement, Blue Dot. C'est ça. Au fait, j'ai travaillé dans c'était un acteur de l'impact qui n'était pas un fonds d'investissement, mais qui réunissait au fait les acteurs publics et privés pour faire des projets de décarbonation. Je n'avais pas accès à un réseau de fonds d'investissement, mais je comprenais un peu comment marchait le secteur. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de fonds d'investissement comme on le connaît, qui est monté au bord de Kiléo. C'est vraiment des anciens entrepreneurs qui ont réussi, qui ont plus ou moins, qui nous ont soutenus, ou des personnes lambda, qui ont cru en nous et qui nous ont permis au fait de constituer le capital nécessaire pour pouvoir lancer Kiléo. Et il me semble aussi qu'ils sont investisseurs dans une autre néobanque. J'imagine qu'ils pouvaient aussi avoir cette expérience de savoir ce qu'il faut faire, pas faire, et avoir ce... C'est ça, il y a eu des personnes qui ont effectivement parmi nous, qui sont des profils très variés, des personnes qui ont investi dans d'autres néobanques, des personnes qui n'ont pas investi dans d'autres néobanques, et on a des profils très variés, ou des personnes qui sont primo-investisseurs, on a des profils très variés. Et alors, maintenant, donc ma question, vous êtes une banque éthique, donc vous vous engagez à financer des projets éthiques. Du coup, par rapport à ça, moi, je me demandais comment est-ce que vous sélectionnez les projets dans lesquels, que vous allez financer. Est-ce que vous avez un partenaire qui sélectionne pour vous, et est-ce que vous réalisez vous-même une mesure d'impact sur ces projets? Très bien. Pour répondre à la première partie de la question, c'est que dans un premier temps, le choix qu'on a fait, ce qui fait vraiment que nous, aujourd'hui, on est 100% éthique, lorsqu'on parle surtout de dépôt bancaire, c'est là où est déposé l'argent de tes clients. Ça, c'est la première chose. Et cette première chose, au fait, avant de pouvoir déposer l'argent de nos clients, au fait, on a fait le choix de travailler avec un partenaire bancaire. Et ce partenaire bancaire, c'est Arkéa Bank. Arkéa Bank, qui est un groupe mutualiste breton, un groupe bancaire, une coopérative bretonne, qui est la seule en France, l'une des seules au monde, à mener une politique stricte d'exclusion des énergies fossiles. Autrement, l'argent des clients de Arkéa Bank ne finance que des projets écologiques, écolos. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire les dépôts bancaires, les dépôts de Kiléo, les dépôts qu'on fait chez nous, qui vont chez Arkéa, ne sont orientés que vers des projets verts. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au quotidien, on a une grille d'analyse qui est systémique et qui regarde les projets que nous finançons, soit dans le secteur environnemental, soit dans le secteur social. Parce que le GIEC le dit très bien dans son dernier rapport qui est paru en avril 2024, je pense. Le GIEC dit, il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Et donc, à la fois parce que les personnes qui polluent les plus, ce sont les plus riches. Pour donner un chiffre, les 1% des plus riches émettent environ à plus ou moins à 48% de la moitié de la quantité de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc, au fait, malheureusement, ceux qui en pâtissent, c'est les plus pauvres. Et donc, si on veut que le climat ne se dégrade pas, il faut aller chercher, ouvrir et aller chercher le plus de monde possible. Et donc, ce qu'on fait, c'est que se limiter à financer des projets écologiques, je pense que c'est une erreur. Il faut aller vers les projets sociaux. Et donc, nous proposons dans l'application Kiléo à nos clients de choisir les projets qu'ils financent, que ce soit le secteur environnemental ou le secteur social, avec une grille d'analyse systémique qui leur permet d'analyser, par exemple, les bénéficiaires du projet. Ça peut être, par exemple, des projets d'éco-gestion des forêts, des projets, par exemple, de transport durable dans le secteur climatique, les projets d'innovation verte, par exemple. Et dans le secteur social, ça peut être des projets d'aide aux personnes démunies, des projets, par exemple, d'aide aux personnes démunies ou soutien aux personnes à mobilité réduite. Et donc, cette grille d'analyse permet de
soumettent les projets et ce sont les clients qui les choisissent dans notre application. Du coup, ça m'amène à... Alors, je suis très alignée avec toi sur le fait qu'on a toujours l'impression que la priorité, elle est de financer les projets qui réduisent les émissions de carbone, alors qu'en fait, il y a un vrai enjeu aussi du côté social. Et ça m'amène aussi à transitionner donc un petit peu sur l'actualité, qui est un peu déprimante, on va pas se le cacher. Comment la politique américaine actuelle impacte la scène internationale et impacte les banques européennes? Ok. Au fait, on voit concrètement très bien que, par exemple, il y a des fonds scandinaves qui commencent à réduire, qui vont réduire encore plus, de près de 25% de la part de leur financement dans les obligations vertes. Et donc ça, c'est un exemple très factuel parce que artificiellement, la politique européenne a donné plus de valeur aux actifs fossiles. Et donc, il y a le fonds, par exemple, ABP, qui est un fonds, un grand fonds européen qui a près de 500 milliards d'euros sous gestion, est en train de réduire également ses financements attribués aux actifs verts, mais plutôt va les réorienter plutôt le temps que ça ne se calme, peut-être vers les énergies fossiles. Et donc, on voit très bien que cette mesure américaine, elle a un impact au fait dans le monde entier. Et surtout que les États-Unis vont encore sortir des accords de Paris, au fait, on se dit qu'il n'y a pas de garantie pour que les mesures qui sont prises dans les accords de Paris sur la scène internationale puissent être respectées par les acteurs internationaux. Comment finalement, sur la scène européenne, on peut prendre des mesures incitatives pour contrecarrer cette tendance générale de la politique et du système bancaire? Au fait, je pense qu'il faut un cadre juridique qui soit stable, et un cadre fiscal qui soit incitatif aux investisseurs. On voit très bien, par exemple, que même à l'échelle de l'Europe, il y a des lois qui sont en train d'être détricotées. Cela n'incite pas les investisseurs à soutenir les projets qui sont plutôt verts. Un exemple qui est très concret, on voit par exemple, et pourtant il y a des mesures fiscales qui peuvent être incitatives. Par exemple, l'IR-PME en France a permis par exemple une réduction fiscale de 18 à 25% pour injecter beaucoup d'argent dans les PME. Ça peut être une mesure qu'on va prendre pour inciter les investisseurs à mettre de l'argent, c'est une mesure incitative, à mettre de l'argent dans les projets qui sont verts et dans nos territoires. En Allemagne, par exemple, l'Allemagne a pris une mesure qui a permis de collecter près de 5 milliards d'euros pour leur projet d'éolien offshore. Et donc, ça peut être des mesures, dont ce sont des dispositifs qu'on peut prendre, mais dans un cadre politique et qui soit stable et qu'on ne détricote pas nos lois. Ça donne la garantie aux investisseurs qu'ils peuvent soutenir des projets verts. Et surtout, au fait, la décision de Donald Trump, c'est que l'un des impacts, l'une des conséquences, c'est que cela rend, au fait, ça amène, il faut comprendre que les investisseurs qui investissent dans le vert, autrefois, c'était des investisseurs qui investissaient dans les projets fossiles et qui ont changé. Et avant, au fait, dans les projets qui étaient plutôt pro-fossiles, la rentabilité, elle est issue du court terme. Et ces investisseurs ont fait le pari avant d'aller vers des projets qui sont plutôt verts et accepter la rentabilité à long terme. Et donc, les mesures que prend la politique américaine, en fait, ça rend encore ça donne encore de l'appétit aux investisseurs qui avaient déjà quitté le monde fossile de revenir encore parce que ça incite, au fait, les rentabilités court-termistes. Et donc, c'est là où il faut changer les choses et se dire, on doit accepter plus ou moins d'avoir de la rentabilité sur 3-4 ans, mais de dire on va aller sur 5-7 ans et pour favoriser les projets verts avec des mesures incitatives et fiscales qui permettent aux investisseurs de pouvoir attendre, mais aussi de pouvoir se retrouver sur les mesures fiscales et les dispositifs fiscaux. Et donc, je dirais que pour boucler la boucle, c'est peut-être aussi l'opportunité de rappeler à ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, finalement, pourquoi notre argent, notre épargne, vient financer les mauvais projets quand elles sont pas dans les bonnes banques. Et je suis complètement d'accord. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, au fait, c'est que notre argent à la banque ne dort pas. À partir du moment où on dépose notre argent, il commence un long périple. Et il est investi sur les marchés. Et les banques aujourd'hui... Même sur un compte courant. Même sur un compte courant. Parce que l'argent déposé dans une banque, sur un compte courant, augmente le ratio de liquidité de la banque. Et donc sa capacité à faire du crédit.
Parce que moi, j'entends souvent une remarque, c'est mais j'ai pas d'épargne, donc où j'ai mis mon épargne ailleurs, et du coup j'ai gardé mon compte courant dans ma banque traditionnelle. Au fait, c'est un raccourci qui n'est pas vrai. Parce que, au fait, déposer son argent dans une banque, même sur un compte courant, vous augmentez, au fait, le ratio de liquidité de la banque. Et donc, sa capacité à financer. Et donc, cet argent il est utilisé. Et ce qui est important, c'est la façon dont cet argent est utilisé. Que nous montrent les études, comme le dernier rapport de Banking Climate KO, qui dit que les banques européennes et mondiales ont augmenté de plus de 20%, 23% exactement, le financement aux énergies fossiles. Alors que dans le dernier rapport du GIEC, il nous dit il faut non seulement arrêter de financer les projets fossiles, mais il faut arrêter de développer de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Mais le financement que font les banques aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dépose notre argent à la banque, elles vont prendre cet argent pour financer le gaz, le pétrole, le charbon, la déforestation. Et c'est la combustion de ce type de financement, de ce type d'industrie, qui fait que les gaz à effet de serre polluent. Ce qui est important qu'il faut rappeler, quels que soient les efforts qu'on fait, le climat ne répond qu'à une seule variable, c'est le gaz à effet de serre. Tant que on fait des efforts à côté, qu'on mange moins de viande, qu'on prend moins l'avion, mais que notre argent à la banque finance ce type d'industrie dont la combustion produit des gaz à effet de serre, le climat lui continue toujours de se dégrader. Et donc, le climat ne répond qu'à une seule variable. Et donc, aujourd'hui, c'est que les banques continuent de financer, suivant ce dernier rapport, et donc ce qui fait que le climat continue de se dégrader. Et au fait, et pendant ce temps, nous, on fait au quotidien des efforts. On prend moins l'avion, on mange moins de viande rouge, on privilégie le vélo, on enfile le pull, on baisse la température pendant l'hiver. Mais au fait, il faut comprendre que même si nous faisons tout cet effort et que notre argent à la banque pollue, cela balaye du revers de la main tous nos efforts. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Kileo, c'est-à-dire c'est une alternative où on donne la garantie à nos clients que leur argent déposé chez nous ne finance que des projets écologiques que eux ils choisissent. Et donc l'argent ne finance que des projets verts. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Kileo. Et ce serait peut-être aussi l'opportunité de rappeler, tu me l'avais évoqué avant l'entretien, le sujet des assets échoués. Et pourquoi en fait les banques traditionnelles ne peuvent pas sortir de ce modèle, du modèle dans lequel elles sont ancrées en fait. Effectivement, je vais être le plus pédagogique possible. Les banques institutionnelles et historiques, il faut comprendre qu'elles ont été créées dans les années 1800. À cette époque, on n'était pas loin de la révolution industrielle. Et donc, à cette époque, l'avenir était les énergies fossiles. Donc, il fallait beaucoup financer les énergies fossiles. C'était l'avenir. Parce qu'il y avait la révolution industrielle, parce qu'il y avait du pétrole partout, il fallait mettre de l'argent. C'est à cette époque que les banques se sont créées. Elles ont mis beaucoup d'argent dans les énergies fossiles. Et ce qu'il faut comprendre dans le principe de fonctionnement d'une banque repose sur son bilan. Dans ce bilan, il y a des actifs. Les actifs des banques, vu qu'elles ont été créées dans les années 1800-1900, ce sont des actifs fossiles. Et on a même en France, l'une des plus grandes banques françaises, elle détient dans son bilan plus de 100%, c'est l'une des seules en Europe, à détenir plus de 100% de ses actifs sont des actifs fossiles. Et donc, vu que la banque, elle repose sur son bilan, elle ne peut entretenir que ses actifs. Et donc, avec le temps, aujourd'hui, même avec la transition écologique, elle doit continuer à soutenir les actifs fossiles qu'elle avait, à les entretenir, à y mettre de l'argent, parce que dans le bilan, ces actifs, au fait, ils vont, par la suite, si elle ne le fait pas, perdre leur valeur. Et donc, il y a deux façons pour des actifs d'être échoués. Soit la banque ne l'entretient plus, et elle ne met plus d'argent, et donc l'actif perd sa valeur, ou soit le grand public découvre l'impact réel de ces actifs sur le climat et le grand public finit par abandonner de mettre son argent dans ce type de banque. Et donc, l'actif va devenir un actif échoué. Et donc, c'est pour ça que les banques ne peuvent pas vraiment, ne plus financer les actifs fossiles. Et vu que les différents rapports commencent à ouvrir les yeux du grand public petit à petit pour demander de ne plus financer les actifs fossiles, que font les banques? Et c'est là où on tombe dans le greenwashing, c'est que beaucoup d'entre elles financent à la fois les actifs fossiles, mais financent aussi les projets verts pour embrouiller le message. Et c'est ce que j'appelle de la surperposition. Mais le GIEC ne dit pas ça. Le GIEC dit il faut arrêter de financer les actifs fossiles,
Mais à la fois, il faut aussi arrêter, il faut soutenir la transition. Mais les grandes banques, elles font les deux. Elles cherchent un équilibre entre les deux modèles. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que, au fait, c'est le principe des actifs échoués. Et c'est aussi la raison pour laquelle les banques ne peuvent pas vraiment, véritablement arrêter de financer les actifs fossiles. Mais, au fait, on n'a pas intérêt aussi à ce que les banques, elles fassent faillite parce qu'elles détiennent les dettes de l'État, les dettes des entreprises. Donc, les banques sont le cœur de notre système économique. Il y a un chiffre que je voulais partager, c'est il y a une enquête qui avait été publiée dans le magazine Nature qui a estimé à 1400 milliards de dollars le montant d'actifs fossiles échoués. Effectivement. Et ça, c'est le scénario optimiste où toutes les banques ne font pas faillite. C'est ça. Et donc, 1400 milliards. Et donc, on voit que, au fait, si les banques, ces actifs, si un jour ça devient réel, ces banques, si elles font faillite, c'est le système économique qui tombe avec ces banques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous voulons véritablement que les choses changent, cela ne passera pas le renouvellement des générations bancaires. Il faut de nouveaux acteurs. Si dans 5-10 ans, il n'y a que Kiléo qui a un compte pro-éthique, ce sera un échec. Il faut d'autres acteurs qui arrivent sur le marché pour que dans 5-10 ans, nous soyons nombreux en Europe à porter le message, à aller évangéliser, à aller éduquer le marché pour que les clients puissent venir chez des alternatives comme Kiléo et qui vont permettre véritablement d'être des acteurs qui ont été construits à la base sur un modèle de transition écologique où ne peuvent que financer la transition. On en discutait également avant l'entretien. Tu m'annonçais des chiffres en termes de financement des hydrocarbures depuis les accords de la signature des accords de Paris et en termes de charbon brûlé chaque minute. Est-ce que tu pourrais me rappeler ces chiffres qui sont quand même hyper impressionnants? En fait, vous vous rappelez les accords de Paris, on est en 2015-16, à l'époque c'était François Hollande qui était notre président, il y a eu un grand raout, une grande messe internationale à Paris, donc on appelle les accords de Paris pour le climat, et au fait, à l'époque, les présidents avaient levé les mains, une grande photo où on nous dit que les banques se sont engagées pour baisser le financement dans les énergies fossiles, suivant les recommandations du GIEC. Mais figurez-vous, au fait, depuis cette grande messe, on était censé baisser le financement par les banques aux énergies fossiles. Mais je vais vous donner un chiffre, c'est près de 6 000 milliards de dollars qui ont été investis par les grandes banques mondiales dans les énergies fossiles, les projets pro-fossiles et dans le développement de nouveaux champs pétroliers et gaziers de 6 000 milliards de dollars. Figurez-vous. Et ce sont les chiffres du FMI depuis les accords de Paris. Et pendant cette période de 2015 à l'année dernière uniquement, d'accord, en Europe, la France, les banques françaises sont championnes du financement des énergies fossiles. Ça, c'est un chiffre qui est hallucinant. Et qui ont attribué pendant cette période à peu près plus de 500 milliards de dollars au financement des énergies fossiles dans le monde, par les banques françaises en Europe qui sont championnes de ce type de financement. Oui, parce que j'étais étonnée, parce qu'en lisant ce rapport Banking of Climate Chaos, finalement, bon, les banques américaines, sans grande surprise, financent 33% des énergies fossiles, mais les banques européennes sont quand même à 23%. Les banques européennes sont quand même à 23%, mais 23%, ce n'est pas neutre. 23% du montant, c'est énormissime. Et donc, ce qui voudrait dire que, au fait, ce qu'il faut surtout regarder, c'est le fait qu'il ne faut pas le financer, mais elle le finance, et surtout à 23%, alors qu'on est censé être l'exemple. La France, figure de proue de la lutte climatique dans le monde. L'Europe, qui est le seul bloc aujourd'hui à encore respecter la trajectoire des accords de Paris, si on y arrive, doit être l'exemple. Et si nous n'arrêtons pas de financer, si nous ne finançons plus, nous ne pouvons pas embarquer le reste du monde dedans. Et c'est là où le sujet, et c'est là où surtout il faut comprendre notre rôle. Notre rôle n'est pas seulement d'arrêter, mais notre rôle est de drainer le reste du monde, les autres blocs économiques, à ne plus financer les énergies fossiles. Mais malheureusement, on continue toujours de financer. Et Marine, on est ici depuis pratiquement 1 heure, et je peux te dire que, suivant les chiffres du FMI, on a 15 000 tonnes de charbon qui sont brûlées chaque minute dans le monde. 15 000 tonnes. Et cet argent est financé par les banques. Et c'est là où tu te dis que on a vraiment un rôle à jouer de montrer au grand public ce que fait leur argent, d'une part, mais aussi, ce n'est pas seulement arrêter, parce que les études scientifiques ne disent pas seulement d'arrêter le financement
aux énergies fossiles, mais dit de réorienter l'argent vers la transition. La transition écologique a besoin d'argent pour être financée. Par exemple, on est à la Climate House ici. Il a fallu de l'argent pour pouvoir mettre ça en place. Il y a un dernier rapport de la Commission européenne en 2023 qui montrait que, à l'échelle de l'Europe, on avait besoin de 1200 milliards pour que la transition soit effective. Quand Madame Elisabeth Borne était première ministre, il y a une étude de ses services, France Stratégie, qui disait que en Europe, en France, on avait besoin, le montant évalué à l'époque était à peu près de 100 milliards d'euros pour financer la transition, mais qu'on avait sous-estimé ce besoin et que normalement, il faut encore un peu plus de 50% de plus. Et donc, je disais que je lisais les grands rapports, mais effectivement, je les lis. Et donc, ce chiffre, au fait, montre que la transition écologique en France et en Europe a besoin d'argent. Cet argent, il existe déjà, mais il est au mauvais endroit. Il est vraiment au mauvais endroit. Et nous, ce que nous faisons chez Kileo, c'est que nous mettons l'argent au bon endroit pour les professionnels, les indépendants, les micro-entreprises et les entreprises, les sociétés constituées. On leur propose une solution, une alternative bancaire qui leur permet au fait de financer uniquement la transition écologique et d'aligner leur argent avec leur valeur et de ne pas choisir entre efficacité d'une solution de paiement bancaire et conviction écologique. On rassemble les deux chez Kileo. Je voulais revenir sur Kileo et je trouve que c'était intéressant donc de revenir sur un petit peu l'aspect réglementaire au démarrage. Donc tu me disais ce qui est difficile quand on a un projet comme Kileo d'avoir une banque éthique. Finalement, c'est que le produit soit accessible au plus grand nombre. On a été obligé de se battre sur des aspects réglementaires ou des choses qui étaient considérées comme acquises dans le secteur bancaire pour pouvoir donner cet accès au plus grand nombre. Effectivement, c'est que très rapidement, quand vous arrivez dans un milieu, il y a les règles du marché. Il y a les règles du marché où vous arrivez, il y a un marché qui se comporte d'une façon et il y a les règles du marché. Quand tu regardes la révolution bancaire qu'il y a eu il y a 7 ou 8 ans, elle était plutôt technologique sur ce que j'appellerais la techno-bancaire, agilité, gagner du temps. C'est ce qui a été fait grâce à la DSP2 à l'époque, il y a 7 ou 8 ans. C'est ce qui a amené beaucoup de néobanques et qui ont révolutionné la techno-bancaire, apporté de l'agilité. La révolution bancaire, depuis quelques années, elle n'est plus sur la techno, elle est sur l'écologie. Et donc, la révolution, la prochaine, sur les 20 prochaines années, elle est écologique. Pourquoi? Parce qu'il faut se battre pour le monde bas carbone et ça passe pas notre argent. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, quand tu arrives sur le secteur, les néobanques qui étaient arrivées pour apporter de la révolution sur la techno ont éduqué le marché d'une certaine façon. Et quand toi, tu arrives, et voilà, soit tu subis ou soit tu as le courage de changer un peu les règles. Et pour te raconter quelque chose qui est très simple, c'est que dans le secteur bancaire, par exemple, rapidement, quand tu prends les particuliers, pour ouvrir un compte, parfois on te donne jusqu'à 180 € de frais pour ouvrir un compte. Mais ça, dans le bilan, ça parle très vite. C'est que pour faire ça dans une néobanque qui arrive sur le marché, si vous n'êtes pas financé, sauf si vous avez des parents qui ont des pétrodollars qataris ou quelque chose comme ça, mais c'est pas tenable. C'est des règles qui ne sont pas tenables. Donc, premier point. Deuxième point, quand tu arrives aussi et que, par exemple, je te donne quelque chose que j'ai remarqué très vite, lorsque tu dis à des clients, les clients ont été habitués à des mois gratuits. C'est-à-dire que dans le secteur bancaire, par exemple, dans les néobanques, tu arrives le premier jour, on te donne 1 ou 2 mois gratuits, tu ne payes que le 4e ou le 5e mois, par exemple. Mais ça, pour une entreprise qui vient d'arriver, tu peux pas tenir, c'est pas possible. Alors que, au fait, une entreprise éthique comme la nôtre, on a fait des choix dans nos technos, les choix qui font que nos produits sont éco-responsables et éthiques. Ça veut dire qu'il y a un prix, et ce prix, il faut pouvoir l'expliquer aux clients pour que le prix à payer soit juste. Juste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives, au lieu que le client, avec les mois offerts, ne paye la première fois qu'au bout de 3-4 mois, tu lui expliques que il faut commencer à payer, c'est-à-dire il y a des conditions. Il faut commencer à payer dès les premiers mois. Au bout de 3 mois, si vous restez avec nous, vous avez, par exemple, les mois offerts. Et ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Et c'est ça qui fait souvent que les entreprises à impact au départ, dans beaucoup de secteurs, ont du mal à trouver leur équilibre et leur modèle. Parce que tu arrives, le marché a des coûts, et toi, tu te dis, pour accéder au plus grand nombre, tout de suite, il faut que je baisse les coûts.
Mais comment tu t'y retrouves? Comment tu fais face à tes charges? Parce qu'après, même si tu es une entreprise à impact, à la fin du mois, tu as des charges. Et donc, ces charges, il faut pouvoir en faire face. Et donc, vaut mieux avoir un peu moins de clients qui acceptent de payer au départ, qui permettent à l'entreprise de tenir dans la durée, que de chercher à avoir beaucoup qui ne payent pas du tout. Et il y a une chose aussi qu'on ne dit pas souvent, c'est que très rapidement, tu réalises dans le milieu de l'impact que cette notion-là d'expliquer aux clients que le produit ne peut pas être gratuit. Et on le voit bien dans le secteur bancaire, c'est des comptes souvent qui sont pas payants. Et vous arrivez avec une innovation que vous allez rendre payante. Il faut l'expliquer aux clients. Surtout, par exemple, dans la banque de détail ou dans la fintech. Dans la fintech, on n'a pas de MVP. C'est-à-dire que le produit, la carte bancaire, la carte, elle doit être mondiale dès le premier jour. Dès que tu arrives sur le marché, Marine, cliente de Kiléo, se retrouve de l'autre côté de la planète et doit pouvoir faire ses retraits. Elle paye un de ses fournisseurs, l'argent doit partir. Il n'y a pas de MVP. Et sur un marché aussi exigeant, fait du gratuit, moi je comprends pas comment font les autres structures. Et donc de ce fait, la notion d'expliquer aux clients que le produit, il faut payer le prix juste, ça, parce que dans l'ESG, on oublie souvent, c'est environnement, c'est du social et de la gouvernance. La gouvernance, pour que vous puissiez avoir la liberté de gouverner, vous devez être assis sur des finances qui sont saines. C'est-à-dire, si vous êtes éthique et vous voulez faire les bons choix et qu'il n'y a pas des investisseurs qui vous mettent derrière la pression pour dire de faire des mauvais choix, c'est aussi le fait que financièrement, l'entreprise, elle respire. Et ça passe aussi en levier de gouvernance dans l'ESG, on oublie souvent. Et donc, cette gouvernance, elle passe aussi par votre, je dirais, pas assise financière, mais votre indépendance financière. Et donc, ça, c'est important. Donc, nous, ce que moi j'ai fait, j'ai dit à l'équipe, nous ne pouvons pas continuer de faire des mois gratuits au tout début à tout le monde. Il faut l'expliquer à nos clients, à ceux qui arrivent. Les premiers en ont bénéficié. Les tout premiers ont eu des mois gratuits, mais la deuxième vague, on leur a expliqué, non, on ne fera pas de mois gratuits. Vous l'aurez, mais à des conditions des mois plus tard. Et ça nous a aidé au fait, et ça nous permet au fait de nous retrouver en tant qu'entreprise à impact, de pouvoir pérenniser l'entreprise. Et c'est important pour notre gouvernance aussi, parce que nous savons que nos finances, elles vont être saines, et ça nous permet d'avoir une entreprise qui soit pérenne, et voilà. Et je pense que c'est important. Et c'est intéressant parce que on peut dire qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Alors déjà, il y a encore beaucoup d'éducation à faire sur l'impact de l'argent, mais on peut se dire que par exemple, si je fais un parallèle avec le secteur de l'habillement, tout ce qui est fast fashion, ça commence à être, j'imagine, intégré, que si les prix sont très bas, c'est qu'il y a forcément des parties de la chaîne de valeur qui ne s'y retrouvent pas, que ça a une conséquence très impactante sur l'environnement, et que finalement dans le secteur bancaire, ça peut être aussi le cas, et qu'il faut avoir un juste coût sans tomber dans le problème des green premium où voilà, ça devient très coûteux et élitiste d'avoir un produit éthique. Je suis complètement d'accord. C'est que tu regardes aujourd'hui, c'est que très rapidement, si les coûts sont très bas, on dit souvent que si vous ne payez pas un produit, c'est vous qui êtes le produit. Et si les coûts sont très bas, c'est parce qu'il y a une partie de la chaîne de valeur qui s'en retrouve pas du tout. Et par exemple, je te donne un exemple. Sur mon marché, le prix le plus bas d'un compte Pro Kiléo, c'est de 9,90 €. Quand tu regardes sur le marché, il y a des produits conventionnels où les clients acceptent de payer le produit à 9 € par mois. Nous sommes éthiques, nous avons fait des choix qui font que nous sommes éthiques, qui coûtent un peu plus, et les clients acceptent de payer 9,90 € de plus quand on leur explique. Et nous, ça nous permet de retrouver. Et donc, du coup, c'est de se dire, on va pas mettre des prix pour se retrouver dans quelque chose qui est très élitiste et inaccessible, mais à la fois de trouver le juste équilibre qui permette aux clients d'avoir accès à ce produit qui est vert, mais qui permette à l'entreprise qui produit le produit de faire face à ses charges. Et ça, c'est très important, on l'a expliqué. Et je vais prendre un exemple. Dans le secteur bancaire, il y a 2 néobanques qui sont venus au même moment, je dirais. Et parmi ces deux, Orange Bank et Hello Bank. Orange Bank, du gratuit. Pratiquement 2 millions de clients se sont pas en sortis. En revanche, Hello Bank, ils ont expliqué à leurs clients que voilà, il faut que vous payiez le produit, on vous donne en retour un service qualitatif, et ils sont toujours là. Et donc, si les entreprises à impact veulent se retrouver, c'est d'avoir ce courage au départ de changer les règles du marché un peu, de ne pas dire forcément que je dois subir les règles du marché. Vous avez eu le courage d'innover dans le milieu à impact.
Et si vous arrivez sur le marché, il faut avoir le courage aussi de changer un peu les règles du marché et de se dire, oui, nous travaillons dans le milieu de l'impact. Oui, c'est important que le produit soit accessible au plus grand nombre. Mais oui, c'est important aussi que nous puissions avoir une finance qui nous permet de tenir l'entreprise et d'avoir derrière une gouvernance qui est saine. Et surtout, lorsque les finances ne sont pas, je dirais pas saines, mais ne vous permettent pas d'avoir un certain confort, vous courez tellement derrière la levée de fonds que finalement vous oubliez au fait le produit que vous faites, l'innovation que vous devez apporter, et vous acceptez n'importe quel investisseur. Vous n'avez plus le choix. Vous êtes éthique, mais vos investisseurs ne le sont pas. Et là, finalement, ils vous imposent de faire des choix qui ne sont pas éthiques. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et nous, on essaye de le trouver et on l'explique à nos clients. Écoute, Karl, c'est une discussion passionnante, mais on approche de la fin de l'entretien. Alors, j'aurais quelques questions. La première, quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé à travailler sur Kileo? Tu as démarré ta vie d'entrepreneur. Le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est de légitimer le doute. De dire à un entrepreneur que le doute est normal. Le doute est normal dans la vie de tout le monde. D'avoir des gens qui m'auraient dit le doute est normal, mais seulement il faut pas qu'il devienne handicapant pour toi. Moi, je doute tout le temps. Pour te dire, avant de venir ici ce matin, je doutais jusqu'à la dernière minute de ce que j'allais porter. Prendre une décision, je doute tout le temps. Mais j'ai décidé, quand je démissionnais de mon travail, même quand je rédigeais ma lettre de démission pour partir, je doutais. Mais je voulais juste essayer. Essayer pour voir cette idée qui me plaisait, pour ne pas avoir un regret éternel. Tu dis, au moins, j'ai essayé quelque chose. Et c'est ce qui a fait que le doute n'a pas été handicapant et j'ai démissionné. Et le doute n'a pas été handicapant, j'ai lancé Kileo. Je voulais essayer. Et l'essai est devenu une réussite aujourd'hui. Donc, c'est de dire que le doute est normal. Il faut que ça ne soit pas handicapant pour vous dans vos choix et que vous puissiez avancer avec ce doute. Et je trouve que le doute vous rend humble aussi. Et donc, c'est ce conseil que j'aurais aimé avoir et c'est le conseil que je donne à tous les entrepreneurs qui me demandent. Vous allez douter tout le temps. Et donc, oui, c'est normal, mais essayez. Ne doutez pas et restez là où vous êtes, mais c'est douter et essayer. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien? Il y a deux personnes qui m'inspirent au quotidien, l'un avec lequel je suis très proche et l'autre non, dont j'ai lu le bouquin. J'ai un mentor que j'aime beaucoup, Serge Azebazé, qui est un entrepreneur qui me conseille beaucoup. Mais aussi j'aime beaucoup l'histoire de Blablacar. Également, c'est une belle réussite française, éthique, qui est partie de rien du tout, d'une belle idée qui est devenue réussite européenne aujourd'hui et dont j'ai lu le bouquin que je recommande à tous les entrepreneurs. Ben écoute, c'est très bien parce que j'allais te demander, est-ce que tu as une ressource à nous partager, un livre ou une newsletter? Donc à lire, je dirais, il y a une ressource que j'aime beaucoup. Moi, je lis beaucoup les gros rapports que personne ne lit, les rapports de l'Institut Rousseau, le rapport Banking Climate Chaos, par exemple. Je lis ce type de rapports que personne ne lit, les gros rapports du ministère de la Transition écologique. Je les lis pour avoir le savoir, pour être au fait de l'actualité politique, parce que on nous perd dans un monde qui est hautement politique. Donc, pour connaître ce qui se passe ici, ailleurs, mais également, c'est des bouquins que je lis beaucoup. Celui, par exemple, que ça soit ces rapports-là, mais aussi quelques bouquins. Et je pense que ça aide beaucoup à accéder au savoir. Donc, si ceux qui rédigent les rapports nous écoutent, ne désespérez pas, nous lisons vos rapports. Nous lisons vos rapports, ça nous aide beaucoup. Ça aide des gens. Ça aide des gens. Ok. Et est-ce qu'il y a une newsletter ou quelque chose que tu suis au quotidien? Au quotidien, j'en suis beaucoup. C'est-à-dire que. T'as le temps de les lire? J'essaye souvent dans les moments où je me déconnecte un peu, d'aller regarder ces newsletters qui permettent d'avoir de la valeur ajoutée, vraiment, des leçons activables, le plongeoir par exemple, que je lis, et également, par exemple, je lis la newsletter de Scalesia, par exemple, sur l'acquisition digitale, également, qui m'aide beaucoup, que je lis souvent. Je lis également les newsletters de Thibault Louis, aussi. Donc, il y a quelques personnes dont je lis souvent les newsletters. Ça aide dans la vie du quotidien, des gens qui te partagent ce qu'ils font, et ça aide beaucoup. Je lis aussi la newsletter Pauline Vétier, que je lis beaucoup, c'est le marketing B2B. On lit ta newsletter. Ok, super. Est-ce qu'il y a une personne que tu me recommandes de faire venir sur le podcast? Oui, je pense que qu'ils soient entrepreneurs ou
Alors, entrepreneur avec un rapport avec la finance à impact ou des investisseurs aussi en rapport avec la finance à impact? Entrepreneur, je te dirais, il y a je pense à, par exemple, Welcome Account, que ça soit Caroline ou Roux, on a été dans le même incubateur, on a eu la même promo de Women in FinTech de Willa, et je pense que oui, eux, ils ont, au fait, leur cible, c'est plutôt les nouveaux arrivants en France, à qui ils proposent une alternative bancaire. Et je trouve que, sur le côté social, je trouve que ça peut être super intéressant. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter? Est-ce que tu as une actualité à nous partager? Oui, je suis très actif sur LinkedIn, très actif sur LinkedIn. On travaille encore pour faire aussi de YouTube la réussite qu'on a connue sur LinkedIn. Et donc, on travaille prochainement à développer notre chaîne YouTube. Et donc, me suivre sur LinkedIn, suivre Kileo également sur les réseaux, sur Insta, sur LinkedIn aussi, par ailleurs. Et je trouve également que notre actualité, on a lancé, donc après le compte pro, on a lancé le 15 mai dernier le premier dépôt de capital le plus vert de France, le dépôt de capital le plus vert de France, qu'un dépôt de capital engagé qui permet aux entreprises qui se constituent de pouvoir déposer leur argent sans renier sur les valeurs, et que d'avoir un dépôt de capital qui est aligné avec leurs convictions, et surtout, et derrière, d'avoir accès à un compte pro qui le permet à la fois d'avoir accès aux services de paiement, d'avoir accès à la précomptabilité et à l'impact avec une carte qui est en bois, et le tout dans une application qui est Kileo. Et là, on travaille aussi dans les prochains mois pour rajouter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles briques. Par exemple, l'arrondi lors des paiements, on travaille là-dessus pour permettre à nos clients d'ici quelques semaines de pouvoir faire l'arrondi avec leur carte quand ils payent pour financer d'autres projets également. Donc, on travaille sur beaucoup de fonctionnalités qui vont arriver d'ici la fin de cette année, et pour permettre d'étoffer le produit Kileo et pour permettre de renforcer notre positionnement de leader français du compte pro éthique. Eh bien, écoute, un immense merci, Karl, d'être venu ce matin, d'être venu passer ces 2 heures avec moi. C'était un immense plaisir de pouvoir échanger. Bravo à ce que vous faites chez Kileo, bravo à toute l'équipe, et à très bientôt. Effectivement, Marine, merci beaucoup. Je ne terminerai pas sans dire un grand merci à l'équipe Kileo, un grand merci à notre équipe, un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent. Et je rencontre quelques personnes souvent. Ah oui, Carole, je te vois dessus. Franchement, merci beaucoup. C'est grâce à vous. Vous nous donnez de la force. Et merci beaucoup à toi aussi, Marine, de m'avoir invité. Et avec plaisir. Vous venez d'écouter Green Cash, le podcast où l'argent vient financer un avenir fertile. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous et laissez-moi un avis 5 étoiles. Je sais que c'est pénible, mais c'est très précieux pour moi et mon travail. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt sur Green Cash.